Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toute la francophonie, bienvenue à cette émission spéciale dans laquelle je reçois des professionnels dédiés à la cause des enfants et j'ai 2 Européennes comme invitées et également un Québécois. On va les faire apparaître, vous les présenter si vous les connaissez pas. On va ouvrir les micros et vous aurez reconnu Madame Ariane Béléran, Virginie Di Araujo-Recchia et Monsieur Sylvain Laforêt. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Merci à vous. Merci à vous. On va commencer avec Ariane Béléran, philosophe, conférencière, auteure, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, et j'en passe. Ariane, peux-tu compléter en 2 minutes ma présentation pour que les gens sachent qui est à l'écran? Oui, bah j'ai une première spécialisation professionnelle en psychologie de l'enfance, en particulier sur la psychologie de l'enfance maltraitée. J'ai donc été amenée pendant des années à travailler à ce niveau-là avec des institutions, à être donc dans des expertises judiciaires, à faire des signalements sur des enfants maltraités. J'ai écrit Psychopathologie de la pédophilie en 2013 avec ma collègue Amandine Lafargue. Donc, ce n'est pas une spécialisation sortie de maintenant et sortie de nulle part. Et j'ai par ailleurs également écrit beaucoup de livres en psychopathologie, notamment sur les phénomènes de harcèlement et sur le phénomène totalitaire. Et en 2017, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Ce livre en est à sa 5e réédition en 2022. Il est préfacé par la professeure américaine de droit Judith Reisman et le docteur Régis Bruno, médecin des enfants, pédiatre, pédopsychiatre et expert, ancien expert auprès des assises. Voilà, je précise aussi que j'ai enseigné à l'université durant des années. Et ce livre parle tout simplement de ma lecture très précise et très méticuleuse des textes de l'OMS qui sont aujourd'hui en application et imposés aux différents gouvernements dans le déploiement de la dite éducation sexuelle ou éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Donc c'était une alerte et nous continuons à alerter. Nous allons en parler certainement tout à l'heure. Merci pour les précisions, Ariane. Pendant que je vais rétablir l'écran, on a aussi de la grande visite Virginie Di Araujo-Recchia. Est-ce que c'est bien prononcé, Virginie? Très bien. Parfait, merci. Donc, Virginie est une avocate spécialisée en droit européen, droit international et droits fondamentaux. Est-ce que tu peux en rajouter, s'il te plaît? Oui, alors j'exerce en tant qu'avocat en France, au barreau de Paris, depuis 2005. En fait, voilà, j'ai exercé dans différentes matières, mais ma formation d'origine, c'est effectivement des masters en droit international et droit européen. J'ai d'ailleurs commencé ma carrière au Centre d'information des Nations Unies à Paris. J'ai ensuite fait un parcours dans différents cabinets anglo-saxons, puis cabinet européen et enfin mon propre cabinet en 2014. Vous demandez certainement comment j'ai pu en arriver à travailler sur le sujet de la protection des mineurs. Eh bien, c'est tout simplement en ayant fait la connaissance du docteur Biran lors des séances du grand jury que l'on a faites avec mon confrère docteur Rainer Fulmich et l'équipe d'avocats de droit international. Le docteur Biran m'a alerté concernant notamment cette histoire d'éducation entre guillemets à la sexualité des enfants. Et on a commencé à travailler ensemble. Et on avait on avait besoin de travailler, de voir ce qu'il en était de ces droits, voir, ce qu'ils appellent droits
l'éducation à la sexualité par rapport au corpus juridique, et on s'est rendu compte que ces cours qui sont faits dans le milieu scolaire, mais pas seulement, violent l'intégralité quasiment du corpus juridique de protection des mineurs, tant au niveau national qu'européen ou international. Voilà, en cours. Merci Virginie. On a également M. Sylvain Laforêt, un habitué pour les Québécois qui me suivent, entre autres. M. Laforêt, auteur de 3 livres, debout depuis plusieurs années, mais on a fait sa connaissance davantage depuis l'année 2020. Donc, M. Sylvain Laforêt, vas-y, mon Sylvain, on veut t'écouter 1 minute ou 2. Écoute, rapidement, j'ai d'abord étudié en cinéma, communication et histoire à l'université. Puis, j'ai travaillé pendant 25 ans comme réalisateur à la télévision, particulièrement en documentaire, où j'en ai fait près d'une centaine. J'ai ensuite fait un peu de journaliste, parce que j'étais un peu las de la télévision. Et donc, j'ai fait du journaliste, dont pour RT France pendant 5 mois. Et dont j'ai été le premier correspondant canadien. Puis j'ai publié mon premier livre, La déprogrammation, en 2016 aux éditions Michel Brûlé. Puis, comme tu as dit, la vie a basculé avec la pandémie en 2020. Et donc, j'ai publié moi-même, auto-publié mes 2 prochains livres, quand bien même j'avais un contrat d'édition pour le 2e. J'aimais mieux avoir le contrôle maintenant sur mes trucs. Donc, et c'est ça, je me bats et je suis rendu de derrière les caméras pendant toute ma carrière. Je suis rendu devant les caméras plus souvent qu'à mon tour. Merci Sylvain Laforêt, officiellement co-animateur de cette entrevue. Parce qu'on est là pour écouter surtout nos experts. On va commencer avec Ariane. Donc, Ariane, j'ai envie de te poser une question d'entrée de jeu. Quel est le but de l'hypersexualisation des enfants? Parce qu'on va parler des enfants, en fait, je ne sais même pas si je l'avais dit en intro, là. Il se passe des choses dont on n'est pas habitué du tout. Et puis, les enfants, là, on les éduque très tôt à des trucs inimaginables. On les expose à des transsexuels, etc. La première question que je veux poser, avant d'aller plus loin, puis connaître les impacts psychologiques et tout, quel est le but de ce virage d'hypersexualisation des enfants? On t'écoute, Ariane. Avant ça, je pense que c'est très important, je vais répondre à cette question, mais de comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est le travail que j'ai fait. J'ai découvert ces textes de l'OMS, dont on nous a dit qu'ils n'avaient pas de caractère contraignant. En réalité, c'est à la fois vrai et pas vrai, puisque de toute façon, il y a une infiltration idéologique. Donc la contrainte juridique, comme en parlera maître Virginie Daro-Recchia, eh bien, on verra très bien que le corpus juridique n'est pas respecté, hein, de protection des enfants avec ces programmes d'éducation sexuelle et d'éducation à la sexualité. Donc, il faut bien comprendre que ces références de l'OMS ne s'appuient pas sur des références scientifiques. C'est-à-dire que nous tombons très rapidement sur des lobbies pédophiles affichés. C'est-à-dire, on a l'organe de pédagogie sexuelle qui travaillait dans l'Institut Kinsey, dont la professeure américaine Judith Reisman a dévoilé, et elle a rencontré d'anciennes victimes, que cette entomologiste avait pratiqué des viols et des tortures sur des enfants, et il y avait projeté des orgasmes. Donc c'est quand même très important de voir que tout ceci a été financé par Rockefeller. Et ensuite, cet organe de pédagogie sexuelle de Siecus est la référence principale dite scientifique de l'OMS. Donc il n'y a aucun expert en psychologie de l'enfant, aucun pédopsychiatre, aucune précaution prise par rapport au psychisme de l'enfant. Et c'est une incitation au passage à l'acte pédophile, que ça soit de la part de l'adulte sur l'enfant, puisqu'il est question d'un adulte partenaire pour l'initiation sexuelle de l'enfant à partir de la naissance. Il est question d'une matière qui serait la sexualité, qui serait une matière identique aux mathématiques et au français, etc., sauf que ça ne l'est pas, puisque la sexualité concerne l'intime et le corps. Il ne concerne en fait pas l'enfant, puisque l'enfant n'a pas encore de sexualité.
Donc, c'est très important de ne pas venir créer des effractions traumatiques. Et pourquoi je dis que ce sont des lobbies pédophiles? Parce que tout simplement, dans ce siècus, il y a des gens qui ont écrit dans des journaux pour promouvoir la pédophilie. Donc, tout ceci est une ramification directe. Alors, c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle nous, professionnels de la santé mentale des enfants, soucieux de la protection des enfants et professionnels du droit, soucieux de l'application du corpus juridique national et international concernant la protection des mineurs et en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant, aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau puisqu'il y avait déjà une première action qui avait été lancée en France par des professionnels de la santé mentale de l'enfance dont je faisais partie en 2017, avec une pétition qui avait recueilli 37 000 signatures, dont la majorité des professionnels. Évidemment, nous ne sommes pas entendus, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de principe de précaution, parce que c'est un plan intentionnel de destruction de l'enfance. C'est la raison pour laquelle le sous-titre de mon livre, c'est « La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial ». Parce que sexualiser un enfant, et je rappelle que c'est bien une sexualisation de l'enfant puisqu'on lui prête une sexualité. Donc il n'y a pas d'autre terme. Parce qu'on nous dit « Ah non, sexualiser l'enfant » en lui prêtant une sexualité dès l'âge de 0 ans, avec la prétention de standardiser, puisque c'est ce que veut l'OMS, standard pour l'éducation sexuelle en Europe, standardiser la sexualité à sa manière, avec des supports dits pédagogiques qui sont obscènes, qui sont immondes, même pour nous, je veux dire, ça donne pas envie, hein, je veux dire, même pour des adultes, vous regardez, parce que là, je regardais une brochure en Suisse, eh bien, il y a carrément des organes sexuels mutilés qui sont d'adultes qui sont exposés à des enfants. Donc, c'est gravissime. Et ce qui se passe, et cette chose sur laquelle on m'alerte depuis 2017, depuis que j'ai pris la parole publique dessus, c'est que les véritables professionnels qui s'occupaient de l'éducation sexuelle auparavant, mais vous savez que je dénonce ce terme parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il émanait de l'équipe de Kinsey également, parce qu'encore une fois, on n'éduque pas une pulsion, on éduque à contenir les pulsions, donc c'est un paradoxe, c'est une love langue, c'est pas du tout de la protection de l'enfance, et ça ouvre à des passages à l'acte. Donc, c'est toujours important de le rappeler. Mais anciennement, il y avait une dite éducation sexuelle qui présentait l'anatomie, etc., et qui était faite à des âges convenables. Et elle était faite surtout par des professionnels, et notamment des professionnels psychologues. Eh bien, depuis 2017, les professionnels psychologues sont sortis, ils sont mis sur la touche au profit d'intervenants qui diffusent une idéologie de lobby, n'ont aucune formation dans la protection de l'enfance, n'ont aucune formation sur le développement psychique de l'enfant et répètent des phrases toutes convenues sur lesquelles on ne peut pas discuter, sur lesquelles il n'y a pas d'argumentaire et qui ne souffrent d'aucune remise en question. Donc on voit bien qu'on a affaire à une idéologie parce qu'on a affaire à une certitude délirante qui n'écoute pas la parole des professionnels. Or, si nous avons un principe de précaution sur l'enfance, c'est-à-dire on arrête les expérimentations de masse à partir du moment où il y a un minimum de professionnels, et même un seul qui émettrait des doutes, il faudrait l'écouter. Hein, Copernic, il était pas suivi par la masse. Hein, mais quand il y en a un qui émet des doutes, vu la gravité du sujet, il est extrêmement important de l'écouter. Et nous recueillons, d'après les témoignages de mes collègues psychologues, des enfants traumatisés en cabinet. Parce que ce qui se passe, c'est que cette éducation sexuelle qui initie à la sexualité, eh bien, elle incite les enfants à la pratique. Donc, elle incite les adultes à la pratique sur les enfants. Et j'ai vérifié en France, il n'y a pas de vérification de casier judiciaire pour les intervenants qui rentrent dans les structures socialisantes des enfants. Je rappelle que ce n'est pas seulement les écoles. Et les enfants commencent donc à imiter entre eux ce qu'ils ont appris. Et nous constatons aujourd'hui, j'ai eu une journaliste tout à l'heure au téléphone qui m'a expliqué que nous constatons une explosion de la prostitution des mineurs. Donc, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, en France, le juge Édouard Durand nous a rappelé qu'il n'y avait que 3% de condamnation des viols sur mineurs. Sur les chiffres de 2021 que j'avais, il n'y a que 700 plaintes qui aboutissent sur 11 000. Donc, on voit bien qu'une hypocrisie totale des pouvoirs publics et que ce n'est pas du tout l'intention de protéger les enfants, même si c'est encore une fois un petit chiffon qu'on nous agite. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais c'est important de donner toute cette information. Peut-être pour un petit point supplémentaire, comment un pouvoir totalitaire exerce l'emprise et la soumission de masse.
par les chocs traumatiques. Là, je renvoie à tous mes travaux sur le harcèlement et sur la psychopathologie du totalitarisme. Plus on va traumatiser tôt un être humain, par personne ayant autorité et par institution ayant autorité, et si possible en groupe, tout ça, ce sont des facteurs aggravants, plus on obtiendra sa soumission. C'est tout aussi simple que ça. C'est une expérience de MK Ultra de masse. Mais ça se trouve à traumatiser l'enfant sans rentrer dans le détail tout de suite. Ça a des impacts psychiques importants, quasi instantanés, ou ça va laisser en fait, sa les trace? enfants qui vont le mieux sont ceux qui vont parler de ce qui s'est passé à l'école. À l'école ou, encore une fois, dans ces cours dont encore une fois, il y a une vraie problématique de qui les fait. On sait qu'il y a le planning familial. Le planning familial ne reconnaît pas d'âge minimum au consentement sexuel. Donc, ne reconnaît pas, en fait, une minorité sexuelle qui n'aurait pas de consentement. Puisque pour avoir un consentement, il faut avoir l'aptitude et la maturité intellectuelle, psychique, émotionnelle d'exercer un consentement. L'enfant ne peut pas avoir de consentement. Quand vous voyez des lobbies qui arrivent et qui nous expliquent que l'enfant donc pourrait avoir un consentement sexuel et ne met pas une limite d'âge, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Donc, les dégâts, plus le trauma a lieu tôt, plus les dégâts sont irrécupérables. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas construit les barrières psychiques pour avoir un minimum de ressources pour faire face à ce traumatisme. On détruit ces filtres, quelque part. À un déploiement. On détruit ces filtres se construisent. On empêche qu'ils se construisent. C'est bien pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient créer de la fraction traumatique en parlant de sexualité à un enfant qui n'a pas du tout la maturité psychique, émotionnelle, intellectuelle de comprendre ce qu'on lui raconte, qui n'est pas du tout dans ce monde-là, puisqu'il est dans le développement de son imaginaire, il est dans son insouciance, il est dans son innocence. Donc, ça crée du trauma. Depuis quand des adultes viennent initier sexuellement les enfants au plaisir, par exemple? Parce que si c'est dans les textes de l'OMS, le docteur Régis Pruneau qui nous accompagne dans cette démarche, qui est donc pédiatre, pédopsychiatre et ancien expert auprès des assises, explique bien que ce discours des adultes qui viennent initier sexuellement des enfants, c'est un discours de pédophile. Ni plus ni moins. Mais évidemment, puisqu'on retrouve les mêmes références et les mêmes lobbies. Donc, ce qui est très important à ajouter aussi, c'est qu'il y a une violation totale du droit des parents et une incitation aux mutilations sur les enfants. Ces opérations, le docteur Laurence Kaiser, parce que nous avons monté une pétition et il va falloir absolument qu'on en parle, qui est gynécologue, explique les dégâts irréversibles de ces mutilations, de ces dites opérations sur les enfants. On voit qu'il y a une confusion entre le fantasme et la réalité, du point de vue de ces programmes. Et ces mutilations violent, en plus, comme me l'a fait remarquer maître Virginie de Araujo-Recchia, viole le fameux droit au plaisir dont nous parle l'OMS, parce qu'à partir du moment où il y aura une mutilation, il n'y a plus jamais de retour en arrière et il n'y a pas de plaisir sexuel. Mais ce qui se passe, c'est comme je l'ai expliqué, il y a un faux raisonnement, il y a ce qu'on appelle un sophisme dans cette déclaration des droits sexuels. Eh bien, ce qui se passe, et les parents doivent maintenant s'alerter et se mobiliser le plus possible, c'est que le droit parental est en train d'être complètement mis à mal. Ça veut dire que si le parent refuse, et c'est ce qui nous pend au nez, la mutilation sur son enfant, on lui prendra son enfant en estimant que c'est un parent maltraitant. Voilà. Plein de questions qui se sont succédées dans ma tête. On va y revenir. On va entendre Virginie, qui est avocate. Je vais poser la même question avant de laisser Sylvain poser les siennes. J'en ai plein d'autres. On va vous garder occupés. Donc, Virginie, quel est le but, selon toi, de l'hypersexualisation des enfants? On t'écoute. J'en arrive aux mêmes conclusions que le docteur Biran. Puisqu'en fait, il y a toute une recherche qui a été faite tant par le docteur Biran que par moi-même sur la source des textes, notamment, on parlait tout à l'heure des standards. Il y avait un rapport de l'OMS de 1975 qui parlait déjà, c'était un rapport qui s'appelait « Formation des professionnels de la santé aux actions d'éducation et de traitement en sexualité humaine ».
Il parlait déjà droit à l'information sexuelle et droit au plaisir. On ne parlait pas encore des mineurs, mais c'était très général. Et on indiquait notamment qu'il fallait être capable d'être exempt de sentiments de crainte, de honte et de culpabilité, de fausses croyances et autres facteurs psychologiques qui inhibent la réaction sexuelle et perturbent la relation sexuelle. Et c'est pas anodin, parce que quand on regarde les signataires, vous avez des gens comme notamment John Monnet, qui est à l'origine de la théorie du genre, mais également pro-pédophilie. Il a fallu vraiment faire un travail d'archéologie pour aller rechercher des anciens textes, pour aller voir qui est à l'origine de ces idées. En fait, on a des gens qui viennent de Sieyès, ce sont vraiment des gens où on retrouve des eugénistes, c'est pas anodin non plus, des eugénistes et des pro-pédophiles. Donc, puisqu'il y a, vous l'avez vu pendant l'épidémie, pandémie, qu'on avait quand même une problématique sur de ce qu'on appelle programme démographique. Donc, parce qu'on sait très bien que quand on parle de genre, si les enfants sont convaincus au bout d'un moment de changer de genre avec des chirurgies qui sont de la boucherie, parce que voilà, pour avoir travaillé avec le docteur Kaiser, on comprend que ce soit les traitements hormonaux, ces traitements hormonaux sont extrêmement lourds. Ils ont de graves conséquences sur la santé, avec certainement une réduction du temps de vie, quoi, puisque ça n'est pas censé être pris de cette manière sur la durée, et que les opérations chirurgicales sont vraiment de la mutilation. On peut parler de mutilation. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi une recherche de atteinte à la famille d'une part et une sorte de stérilisation en fait de la population de cette manière, puisque ces personnes qui changent de sexe ne peuvent plus se reproduire. Donc il y a vraiment une idéologie derrière. Le docteur Biran le disait très bien tout à l'heure. Dans ce rapport de 75, on parle de droit au plaisir. Et puis vous arrivez à des actes de changement de genre chirurgicaux mutilatoires, mutilants, je ne sais pas, et qui ne vous permettent plus de vivre normalement et d'avoir accès au plaisir. Donc on a été recherché entre l'idéologie et ce que disent les experts, et entre ce que disent les experts, leur idéologie, la mise en application par rapport au texte, en fait. Nous voyons aussi en France, notamment, nous voyons des textes de type circulaire qui indiquent qu'il ne s'agit pas de sexualité complète pour les enfants, qu'il n'est pas question de leur apprendre la sexualité en tant que telle, mais en même temps, nous voyons des questionnaires envoyés à des enseignants pour leur demander si du CP au CM2, vous voyez l'âge, 5 ans, 10 ans, je crois, savoir si on leur apprend bien les points sur l'orientation sexuelle et sur le plaisir, la recherche du plaisir. Alors, c'est très gênant, même pour nous adultes, de venir dire des choses comme ça, même en public, mais on doit le faire parce que c'est extrêmement grave. Le docteur Biran le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de pédophilie, pourquoi est-ce que les supports présentent des organes sexuels adultes aux enfants? C'est quand même flagrant qu'il s'agit d'habituer l'enfant aux organes sexuels d'adultes. C'est extrêmement grave. Rien que ça, c'est traumatisant. Quelqu'un avait fait une remarque très judicieuse, je trouve. Quand on parle de sexualité dans le cadre du travail, c'est tout de suite du harcèlement entre adultes.
Pourquoi est-ce qu'on vient parler de sexualité à des enfants et on trouve ça normal? Pourquoi également les parents devraient se poser la question, pourquoi on a vu surgir des spectacles avec des adultes travestis dans les écoles pour les 3 ans et plus? Pourquoi est-ce qu'on fait intervenir des hommes travestis en femmes dans les écoles? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du bon sens? Est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre l'intimité? En droit, je peux vous le dire clairement, la sexualité, elle est protégée par le droit le respect de la vie privée et familiale. Il ne s'agit pas à la base de droit à la santé. Donc il y a une intrusion de l'État dans la vie intime des enfants et de leur famille, parce que vous imaginez bien ce que ça donne aussi. Qu'est-ce que ça donne quand on va montrer de telles images et avoir de tels discours sur les positions sexuelles, etc., à des enfants? On les traumatise en tant que tels, mais après, il y a des questions parfois qui arrivent chez les parents. Il y a une problématique, comme le dit le docteur Biran, de distinction, un pilier donc de civilisation, distinction de génération. Alors, on nous dit, ah oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait autant d'IVG, parce que si vous regardez, je prends l'exemple là, voilà, mais c'est la même chose partout. Si vous regardez l'excuse pour avoir rendu obligatoire cette éducation, entre guillemets, à la sexualité, on vous dit, mais c'est pour avoir moins d'IVG. On regarde d'autres pays de l'Union européenne, et hors Union européenne, d'autres pays scandinaves, bref, qui ont mis en place ces cours d'éducation à la sexualité. On regarde leur taux d'IVG, de nombre d'IVG pratiqués, et vous regardez que vous vous dites que ça ne tient pas la route. Les pays qui ont fait à l'école notamment donné des cours d'éducation à la sexualité n'ont pas moins d'IVG que la France, par exemple. Le postulat tombe. Et tout est comme ça. Le docteur Biran vous a dit tout à l'heure, Kinsey, épistémologie. Entomologiste, spécialiste des insectes. Non, mais des insectes. Plus particulièrement des parasites sur les guêpes. Hein. Voilà. C'est lui la base de l'idéologie, entre autres. Et quand vous confrontez son idée selon laquelle, dès la naissance, on peut avoir des orgasmes, excusez-moi, mais voilà, en ayant torturé des nouveau-nés, c'est de la torture, reliée à des nazis, hein, ces gens. Souvent, vous pourrez voir l'International nazi, le livre de Dr Biran, c'est aussi très intéressant de voir les liens. Eh bien, quand vous confrontez cette idée-là avec l'expertise d'un pédopsychiatre comme Dr Bruno, qui vous parlera certainement dans une autre émission, et vous verrez qu'il vous dira non, ce n'est pas un orgasme, c'est une crise d'épilepsie. Toute l'idéologie est basée sur de mauvais postulats par définition, donc, puisque c'est une idéologie, mais ce sont de mauvais postulats. Et donc, on a écouté ces lobbies qui ont infiltré l'OMS, et l'OMS propage cette idéologie, ces mauvais postulats, et après les pays occidentaux intègrent ces standards, ce qu'ils appellent même la matrice. Il y a quand même, ça explique quand même des choses. Et alors qu'ils n'en ont même pas l'obligation. Il faut voir, aujourd'hui, on a des campagnes, j'ai reçu des images, des campagnes sur les abribus avec planning familial en collaboration avec Netflix. Nous avons des lobbies extrêmement puissants qui ont infiltré nos États. Et donc, on se retrouve à avoir ce genre d'éducation à la sexualité rendue obligatoire, alors qu'aucun texte international contraignant ne les y oblige. Au contraire,
On a la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'il faut privilégier à tout prix l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il faut que l'on respecte, que les États respectent l'autorité parentale. Nous avons, alors, je sais que la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par le Canada, donc vous pouvez l'utiliser. Je sais aussi que le Canada est un des membres fondateurs à l'origine de la Société des Nations. Je voudrais vous lire quelque chose que vous dit une déclaration de 1959 qui démontre que l'on sait que le développement de l'enfant est différent de celui de l'adulte. Il vous dit, c'est très court. Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux. Plus loin, le principe numéro 2 rappelle quant à lui que l'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social dans des conditions de liberté et de dignité. Parce que là, il est vraiment question d'atteinte à leur dignité. Et je voulais dire aussi que le Canada n'est pas membre du Conseil de l'Europe en tant que tel, mais il est pays observateur officiel. Il en a 6. Le Canada en fait partie. Donc même si la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme ne lit pas le Canada, en tant qu'observateur officiel, je pense qu'il peut s'inspirer d'une des jurisprudences de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que on ne doit pas exalter la sexualité des enfants, qu'on doit veiller à leur équilibre, à sauvegarder leur équilibre, ce qui veut dire équilibre psychique notamment, et qu'il n'est pas question d'endoctriner les enfants, parce que là, quand on parle d'idéologie et qu'on force les enfants dès le plus jeune âge, c'est ni plus ni moins que de l'endoctrinement, ce qui est donc complètement interdit, et qu'il ne faut pas porter atteinte aux convictions religieuses et philosophiques des parents, parce qu'on en revient à l'autorité parentale, même si les parents ne sont pas tout pouvoir et tyrans sur leurs enfants, ils ont quand même le droit de regard en premier sur la protection et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les protéger, oui, et rechercher leur intérêt supérieur. Voilà. Moi, je suis renversé. Là. Je ne me doutais pas d'entendre des trucs aussi intenses. Je vais laisser Sylvain peut-être faire un commentaire, formuler une question. Le connaissant, il doit en avoir plusieurs qui sont déjà au bout de ses lèvres. Oui. Vas-y, Sylvain, on t'écoute. Ben, je commence par un commentaire parce que j'ai l'impression aussi qu'on voit d'abord l'aspect pédophilie qui est en train d'être inducté dans l'éducation des enfants. Mais je pense que plus que ça, en tout cas, moi, je vois probablement un objectif pratique beaucoup plus large. Parce que si on regarde, en fait, tous les pays occidentaux ou les pays mondialistes en ce moment sont en train de défaire tous leurs liens traditionnels avec la culture, avec la religion, et je pense qu'on essaie de défaire aussi toutes les valeurs morales d'antan. Et évidemment, si on prend les enfants dès le début et on casse tout ça tout de suite, ben à ce moment-là, tu défais l'enfant pour de bon, là, tu l'as de ton côté. Puis si on regarde ce pourquoi ils veulent faire ça, c'est assez simple. C'est que si le mondialisme détruit ce qui serait la nationalité, la culture et la morale, tout ça, c'est plus facile à en venir à ce moment-là à un gouvernement mondial. Donc, tu n'as plus de culture, plus de religion, ou tu en as une seule. Et tu as un nouveau code moral aussi qui est ajouté. Mais aussi, en plus, c'est que ça fait un pas monstrueux vers le transhumanisme. Parce que si tu détruis ton lien avec la biologie ou la sexualité traditionnelle, ben, on s'en va, ça va être beaucoup plus facile après ça de dire, ben, ta biologie n'est pas finale, on en fait ce qu'on veut et on s'en va vers ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Ariane et Virginie. Ariane, peut-être? Absolument d'accord. Je souhaite rajouter, parce que ça fait des années qu'on
qu'on nous assène que nous ne serions pas progressistes. Alors, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, être progressiste, c'est soutenir la transgression des enfants, c'est soutenir la transgression des corps. Donc, c'est un progrès vers la régression, en fait. Parce que pour avoir une civilisation digne de ce nom, il nous faut des barrières morales. Ouais. On a le besoin de ne pas s'entretuer. Et ces remparts sont construits précisément dans l'enfance. C'est-à-dire, on a besoin aussi d'avoir une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est honnête et ce qui est malhonnête. Sinon, on ne va pas pouvoir vivre ensemble et nous allons vers surtout un ordre mondial qui va être un désordre barbare. C'est de ça, c'est ça l'immense problème face auquel on est. Et bien évidemment, comme dans tous les totalitarismes s'en prennent aux enfants et essayent de les monter contre leurs parents, essayent de diviser la cellule familiale et de les endoctriner et de les inciter à la délation. Nous y sommes. Oui, en fait, juste une petite dernière affaire, c'est que je viens juste de penser à ça. C'est que, au fond, j'ai entendu à peu près toute ma vie dire que les enfants, c'est avant l'âge de 4 ans qu'ils se forment généralement. OK? Et c'est assez intéressant qu'ici au Québec, entre autres, la maternelle commençait à 5 ans, ce qui fait que l'État n'avait pas accès aux enfants avant l'âge de 5 ans. Mais maintenant, ils ont baissé l'âge de la maternelle à 4 ans. Donc, on essaie vraiment de les attraper avant qu'ils soient formés maintenant, probablement pour les former encore mieux eux-mêmes. Je vais rajouter 2 choses que j'ai une idée depuis tout à l'heure et je vais l'oublier. C'est que ces lobbies qui soutiennent cette éducation sexuelle et l'éducation à la sexualité, ils sont aussi financés par l'industrie pornographique. C'est important de le dire parce qu'on nous explique que c'est lutter justement pour qu'ils aient moins accès, parce que comme ils voient les vidéos... Non, en 2 clics, vous savez qui injecte des fonds. Et en 2 clics, à partir du site soi-disant explicatif et pédagogique du ministère en France, vous arrivez sur des sites pornographiques. Donc, c'est très simple. Il y a une énorme industrie financière derrière qui a aussi... Les enfants sont un marché, ça c'est une première chose. Après, pour le développement psychique de la toute petite enfance, il est très important de comprendre ça. Effectivement, avant 4 ans, l'enfant est aux prises avec ce qu'on appelle les pulsions. C'est-à-dire, je fais ce que je veux tout de suite quand je veux. Il a beaucoup de mal à gérer la frustration, à apprendre, en fait, à composer avec ça. Et donc, c'est surtout un moment où le cocon familial doit transmettre à la fois des limites, mais une intense tendresse pour que cet enfant parvienne à dépasser ces étapes d'autonomie pour supporter la frustration, parce qu'il y a assez de tendresse, en fait, autour et de limites qui sont posées avec bienveillance. Et évidemment, si on prend l'enfant dans cet âge du pulsionnel, où on sait que, par exemple, encore une fois, en école maternelle, les grosses problématiques, ce sont les coups entre enfants, les morsures entre enfants, parce que c'est donne-moi ton jouet, je ne suis pas content, je fais une crise. Si on donne accès à cet âge-là, effectivement, tout l'accès au pouvoir, il aura de quoi fabriquer une ribambelle de tyrans. Voilà. Et est-ce que je pense en écoutant une de vos conférences que c'est rendu qu'on voit des enfants de 5 ans se faire des fellations dans la salle de bain? Mais on est rendu dans les écoles. Mais parce qu'on a des pseudo-experts en sexologie qui ne connaissent rien, dont vous en avez au Canada, au Québec en particulier, qui ne connaissent rien au développement psychique des enfants et qui viennent nous expliquer que c'est normal, que les enfants partout, c'est la modernité en fait. C'est la modernité, sauf qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a sexualisé les enfants et qu'on les a conduits à des pratiques sexuelles, on grève pour toujours la possibilité de construire des remparts, ces fameux remparts du bien et du mal, les remparts qui sont le vrai et le faux, la rationalité, la possibilité d'arriver à des apprentissages, parce que tout ça nécessite de s'être dégagé de ce que nous appelons des processus primaires, qui sont les fameuses pulsions, pour arriver à ce que nous appelons des processus secondaires, qui sont des remparts. La rationalité est un rempart, la logique est un rempart, la capacité, effectivement, d'apprendre à différer, d'être en possibilité de supporter une certaine frustration pour pouvoir développer de la discipline, c'est un rempart. Et tout ça, si ça n'est pas développé,
On empêche complètement l'enfant d'accéder à des apprentissages. Ils ne sont plus en capacité de se concentrer. Vous verrez avec ma collègue Amandine Lafargue, donc ils ne sont plus en capacité de se concentrer à l'école, ils ne sont plus en capacité d'apprendre à lire et à écrire et compter. Et donc, nous avons deux processus qui s'entrechoquent. Je rappelle, et je voudrais bien rappeler que nous avons des confusions sémantiques redoutables, y compris chez les professionnels, et qu'il n'y a pas, et c'est l'objet de cette pétition, j'aimerais juste à un moment donné qu'on puisse la lire, il n'y a pas de sexualité chez l'enfant. Il peut y avoir une sensorialité, il peut y avoir des sensations, mais il n'y a pas de sexualité. Et pour ceux qui nous disent que le référent de ceci serait Freud, mais absolument pas. Allez lire Freud. Que dit Freud dans ses écrits? Parce que ce n'est pas de notre faute si les gens sont idiots et confondent la vie psychique avec les actes. Ça y est, à un moment donné, bon. Freud dit bien que tous les éducateurs savent intuitivement qu'il ne faut surtout pas parler de sexualité à l'enfant, car cela rendra l'enfant inéducable, et qu'il faut renforcer chez lui le dégoût, la morale et la pudeur, c'est-à-dire ces fameux remparts. La pudeur est un rempart de civilisation. Le fait qu'on ne se balade pas tous à poil, c'est un rempart pour vivre sereinement entre nous. Et là, on voit des programmes qui incitent à l'exhibition. Nous avons eu en France un cas, peut-être Virginie en parlera, d'enfants qui ont été incités à se dénuder en classe. Ce n'est pas une dérive, c'est le programme de l'OMS. Entendez bien, c'est le programme de l'OMS. Comme l'explique, et comme je l'ai déjà expliqué ma collègue Amandine Lafargue et moi-même, quand on regarde ce qui doit être fait dans cette dite matrice de standards pour l'éducation sexuelle en Europe, en comparaison des âges, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire à l'âge. Il ne faut pas le faire. Donc on voit bien que nous avons affaire finalement à des connaisseurs du psychisme de l'enfant. C'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale satanique. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils font là-dedans dans le développement sexuel. J'ai de la misère à comprendre. Mais je vais demander à Virginie, est-ce que ça va au-delà du club de pédophiles milliardaires qui veulent normaliser dans la société leur comportement pervers? Ça va plus loin que ça, d'après ce que je comprends, là. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'explique aussi le docteur Biran sur le totalitarisme, c'est qu'il faut avoir le contrôle sur tout au niveau de la population. Et là, c'est un moyen de contrôler. Comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit de contrôler les enfants dès l'âge de 3 ans, mais ça renvoie quand même beaucoup aux méthodes MK Ultra, et notamment, je vous renverrai, si vous le voulez bien, aux vidéos 50 Voices, qui sont des personnes rescapées en fait de réseaux pédocriminels, et qui expliquent qu'il y a justement un lien évident entre ce qu'elles ont vécu, ce que ça fait au niveau de la programmation mentale, par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de cette nouvel ordre mondial, ces personnalités qui ont surgi, et les méthodes qui sont appliquées à la masse désormais. Ils savent exactement ce que cela fait. Et vraiment, je pense qu'il faut, je sais que c'est difficile, parce que ce sont des témoignages vraiment très difficiles à recevoir, mais il faut faire l'effort, parce que ce sont des personnes très courageuses, j'insiste, qui font en sorte de parler pour que ça n'arrive plus, et pour qu'on comprenne les sources de ce qui est en train de se passer là. Donc on a ça, et puis on a des personnalités vraiment reliées. Je vous assure, si vous allez voir la fondatrice du planning familial, je l'ai mis dans mon livre Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, vous verrez qu'il y a des liens avec, à l'époque, le Ku Klux Klan, le nazisme, racisme. Et vous voyez aussi qui finance. Ce sont les mêmes qui financent les lobbies, là, dont on parle, sont les mêmes qui financent la vaccination de masse, qui fait des dégâts énormes au niveau de la population mondiale. Donc, ces histoires de dépopulation, quand on voit, c'est de toute façon, on va le dire, hein, le père de Bill Gates,
hein, a été au bord du planning familial. Il est reconnu comme étant eugéniste. Son fils poursuit. Nous avons quand même les Rockefeller. J'ai des rapports de la Fondation Rockefeller de 1972, je crois, qui quand même démontrent, qui se posaient la question de savoir comment faire pour réguler la population via les vaccins. Tout a un lien, tout est lié. Et c'est le catalyseur, c'est l'OMS. Donc, quand vous dites que c'est Organisation mondiale sataniste, je pense que ça porterait bien son nom de cette manière. C'est ce qu'on est en train de combattre, en fait, plus particulièrement depuis début 2020. Il faut que les gens comprennent que ce sont les mêmes racines. Tout, effectivement, participe. Alors, les gens vont nous traiter de tout ce qu'ils veulent. Ce sont des faits. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous étayons tout avec tous les justificatifs, avec tous les documents, les vidéos. Nous avons tout pour justifier nos dires. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, une idéologie, de la fantaisie. C'est la réalité. Nous savons qui finance qui. Et vous irez voir qui est à la tête aussi de l'OMS, qui on a mis à la tête de l'OMS. Et s'il n'y a pas des plaintes pour terrorisme à l'encontre de cette personne, dans son pays d'origine. Oui. Est-ce qu'on parle de Tedros? Ouais. Oui, oui. Vous irez voir. Ce n'est pas moi qui fais son procès ici, mais vous irez voir s'il n'y a pas une plainte. Donc, quand on nous traite, nous, de terroristes, alors qu'on essaye justement de retrouver le bon ordre, de faire en sorte que tout ce qui est en tant que santé publique, intégrité des personnes, qu'on essaye d'alerter au maximum pour essayer de freiner un maximum ce qui est en train de se passer et oui, de faire en sorte que les gens soient informés de ce qui n'est pas dit dans les médias. Voilà. Mais moi, j'ai envie de poser la question avant de laisser Sylvain formuler sa question. J'ai envie de demander à Ariane, peut-être, le comportement des parents, là, vous êtes en contact, vous avez des courriels, vous êtes en contact avec le public. Est-ce que les parents dorment dur ou ça crée des réactions de plus en plus, je ne sais pas, au point de vue de la majorité des gens, ou c'est beaucoup trop marginal à votre goût? Alors, déjà, je pense qu'en réalité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ces lobbies sont minoritaires. Par contre, ils ont le soutien médiatique des médias de masse. Donc, ce qui se passe, et la meilleure preuve de leur mauvaise foi et de leur intention criminelle, c'est de nous calomnier et de nous coller des étiquettes sans entendre la parole des experts. Des gens bien intentionnés diraient, bon, attention, il y a des experts qui disent que des pédopsychiatres, des psychologues de l'enfance, des professionnels du droit, des avocats qui disent que ça ne va pas. Arrêtons-nous, écoutons-les. Ça serait une preuve de bonne foi. Quand on persévère et que la seule argumentation, qui n'en est pas une, c'est l'intimidation, les menaces et les calomnies, les diffamations publiques, eh bien, je suis désolée, nous avons là une mauvaise foi, une intention criminelle caractérisée. Donc ça, je voudrais déjà appuyer là-dessus. Vous êtes attaqué parce que vous êtes debout pour cette cause-là? Oui, bien sûr. Ma photo a été citée au journal de 20h, à la radio, télévision belge, etc., comme complotiste, anti-vax, je ne sais pas quoi. Et puis après, on est quasiment assimilé à des terroristes. Ah, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation et de la Santé belge. Bonne vieille formule d'intimider et de faire peur aux conformistes, oui. Nous serions des complotistes qui appuieront la thèse des réseaux pédocriminels. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le pouvoir médiatique et le pouvoir en général nient l'existence des réseaux pédocriminels. Or, nous savons que les pédophiles travaillent toujours en réseau. Parce que pour créer une vidéo de pédopornographie, de pornographie d'enfants, avec des viols d'enfants, on n'est pas tout seul pour le faire. Donc, le pouvoir nie, mais explique que tous ces programmes, c'est pour protéger les enfants. J'incite les gens à aller voir sur mon site l'interview que j'ai donnée d'Anneke Lucas, qui est une survivante des réseaux pédophiles en Belgique, et qui explique très clairement le lien entre ces programmes et effectivement la parole qui est en train de se libérer de ces survivants des réseaux pédophiles, qui sont des réseaux de pouvoir, il faut le dire aussi. C'est pareil, Epstein, ce n'était pas un type isolé.
Ce sont des méthodes de chantage et de contrôle au niveau des médias et du pouvoir. Donc, il faut vraiment aller lire cette interview et créer les liens pour comprendre ce à quoi nous faisons face. Sylvain Laforêt. C'est drôle parce que moi, je pensais que, premièrement, la pédophilie, c'était quelque chose qui touchait une infime fraction là, de 1% là, de la population. Et on a l'impression que tous ces gens-là sont au pouvoir, d'une part. Et ça c'est, on dirait que ça devient presque évident par rapport à tout ce qu'on amène comme loi, comme règlement, comme cours d'éducation. Comment ça se fait qu'ils sont tous au pouvoir, tu sais? Mais je me demandais surtout, et je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais est-ce que, inversement, que de banaliser la sexualité à un âge si bas et donc de banaliser la pédophilie, est-ce que ça peut transformer des gens qui ne sont pas pédophiles en pédophiles en se disant, bon, ben, je peux me taper quelqu'un de 9 ans, il n'y a pas de problème? Absolument. C'est-à-dire qu'on a fait sauter des verrous moraux, psychiques qui nous permettent de fonctionner ensemble. Donc, quand je dis c'est de l'incitation au passage à l'acte, c'est-à-dire que si on banalise dans la tête des gens, on va inciter les gens les plus fragiles, et comme le dit Anneke Lucas, soit tu es assez fort pour protéger l'innocence, soit tu ne l'es pas assez. Il y a plein de gens qui ne le sont pas assez et qui vont basculer et qui vont croire, endoctriner eux-mêmes que c'est bien ce qu'ils font. Par défaut de connaissance et par cet endoctrinement lancinant, cette perpétuelle propagande médiatique, ça c'est très important. Mais ça va aussi faire, pour les enfants qui ont été transgressés, les enfants vont en transgresser d'autres, vont être des proies extrêmement faciles pour des pédophiles, puisqu'ils auront déjà été transgressés. Nous savons que quand nous avons un traumatisme, nous sommes une proie beaucoup plus facile pour un prochain prédateur. Et pour beaucoup, soit deviendront pédophiles eux-mêmes plus tard, parce que il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas quelque chose de génétique qui vient du ciel, ça vient. Tous les pédophiles ont été transgressés. Et c'est à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils basculent et ils deviennent agresseurs. Ça ne veut pas dire que toutes les victimes vont devenir des agresseurs. Et il y en a qui vont développer des troubles dépressifs, des troubles, des idées suicidaires. Le traumatisme, il va continuer à mijoter. Et qu'est-ce qui va se passer surtout? On va fabriquer des addictions en chaîne. Parce que quand on a des traumatismes, en particulier les traumatismes sexuels, on est un parfait consommateur des addictions. Et en particulier des écrans, et en particulier de la pornographie. Donc tout ça, c'est un truc. Il faut bien qu'on souligne la tautologie, le cercle vicieux, l'impossible raisonnement de ces gens qui ont conçu ces programmes et qui les promeuvent. Et je ne jette pas la pierre à tous les intervenants parce que je sais qu'il y a des gens qui sont endoctrinés dedans et qui simplement n'ont pas les informations. Et c'est très important de les leur donner. Eh bien, l'enfant n'a pas de sexualité. Mais il en a une à la faveur des transgressions qu'il subit. C'est un critère pour nous d'expertise. C'est-à-dire que si on envoie un enfant qui a des comportements et des attitudes sexuelles, par exemple, qui va inciter d'autres enfants à lui faire des fellations, qui va avoir un discours très sexualisé, eh bien pour des experts, en particulier des experts auprès des assises, en tout cas sur toutes les transgressions sexuelles sur mineurs, la première question c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à cet enfant? Or là, qu'est-ce que font ces programmes? Ils sexualisent les enfants et puis après ils disent ah ben, vous voyez les enfants, ils ont une sexualité. Non, c'est du traumatisme de masse. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une attitude normale, ce ne sont pas des mœurs possibles pour les enfants. Et je voudrais rajouter, puisqu'on nous traite aussi de réactionnaires, que notre prise de position du point de vue des psys est très claire. C'est parce que nous voulons que les adultes aient une sexualité épanouie qu'il ne faut pas traumatiser les enfants. C'est tout aussi simple que ça. Donc c'est précisément le droit au plaisir de l'OMS. Je vais revenir à toi, Ariane, après avec l'impact psychologique, vraiment, c'est le point névralgique. Je veux revenir dis-je, à Virginie. Au point de vue juridique, on fait quoi? Moi, personnellement, je ne connais pas ces trucs-là, Convention internationale pour l'enfance et tout ça, là, mais au point de vue juridique, nous, citoyens de la francophonie, vous en Europe, nous au Canada, on fait quoi au point de vue juridique avec ça? Alors,
on se mobilise, on déclare à l'école et à tout lieu social et dans tous les lieux socialisants, parce que c'est pas uniquement l'école, qu'il est hors de question que votre enfant participe à un cours d'éducation à la sexualité, entre guillemets, puisque, comme le dit le docteur Biran, éducation et sexualité, ça ne va pas ensemble. Puisque l'éducation, c'est cadrer les pulsions pour voilà. Donc voilà. Donc déjà, on dit la minimum, c'est que vous nous préveniez pour qu'on enlève nos enfants quand il y aura un cours. Parce que moi, je suis titulaire de l'autorité parentale et en fonction de ce que je connais, de ce que disent les experts et de mes convictions, par exemple, il est hors de question que mon enfant participe. Si les parents arrivent à se regrouper, c'est encore mieux. Si dans les associations de parents d'élèves, des parents peuvent avoir le courage d'alerter les autres parents pour se mettre d'accord, pour qu'au minimum ils soient informés. Fédéral parents d'élèves fassent le nécessaire, qu'ils alertent les ministères, les parlementaires. Voilà. Ça, c'est a priori pour éviter qu'un enfant soit effracté. Et voilà, c'est pour prévenir. Quand c'est trop tard, portez plainte. Portez plainte. Portez plainte, c'est noter, remplissez les fiches de témoignage. S'il y a plusieurs parents avec des enfants qui disent la même chose dans la même classe, voilà, ça aura du poids. En France, on a la citation directe. Est-ce que c'est encore bon, ça ici, j'ai trouvé ça dans le truc à Ariane? Oui, alors justement, je voulais vous dire, si je pouvais compléter aussi, vous demandiez si les parents et si fait un appel à témoignage, les parents commencent à parler. Les parents commencent à confirmer ce que disent aussi les experts et dans ce qu'ils ont pu, dans leur expérience professionnelle quand ils reçoivent les enfants. Nous, on a des parents qui nous disent: je peux vous dire que mon enfant a eu ce genre de cours et qu'après, il n'était plus le même, qu'il n'arrivait plus à se concentrer, qu'il était complètement déstabilisé. Et on a de nombreux témoignages qui arrivent au fur et à mesure, c'est la libération de la parole. Il y a effectivement, nous avons un devoir de libérer, de faire en sorte que les gens libèrent, qu'on aide à libérer la parole. C'est très important parce que ça fait partie du travail. Je voulais aussi vous dire tout à l'heure, je mets les petits points parce que comme ça, je ne vais pas oublier. Quand vous disiez que ça pousse les adultes dans ce chemin de la pédophilie, oui, j'ai vu des livres, des BD, où on montre les enfants nus, les parents nus, et qui se regardent en train de faire des choses. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Même si un adulte regarde, va trouver que c'est normal, et en fait, on est en train d'éduquer les adultes aussi à pratiquer la même chose. Donc, c'est Bruno qui disait qu'un enfant, les supports le montrent en fait, qu'ils sont en train de faire. Un enfant, c'est une éponge. Tu achètes un camion et il va jouer avec son camion. Alors, tu montes à jouer avec un zizi, ben ça va devenir son... Et oui, et les experts le disent déjà. Il y a malheureusement des atteintes, des agressions sexuelles entre enfants en bas âge. C'est horrible dans les toilettes des écoles. C'est horrible d'entendre ça. C'est horrible. Donc, on est en train d'effectivement, il y a cette inversion qui est là dans ce nouvel ordre mondial là qu'on nous inculque. C'est pas les adultes qu'on doit éduquer à respecter les enfants. Je pense que si, en fait. S'il y a bien une éducation, c'est celle-ci. C'est d'apprendre aux adultes qui n'ont pas l'air de le savoir encore, qu'ils doivent respecter les enfants et qu'ils doivent leur laisser leur innocence. Comme on a dit dans la pétition, leur innocence, leur enfance, voilà, leur joie de vivre, parce que là, on est en train de les détruire. Et je voulais juste vous des dire témoignages, c'est juste pour préciser, les gens qui nous écoutent à la radio, ils ne voient pas à l'écran le courriel, si vous avez des témoignages sur ce qui se passe avec vos enfants, ONEST en majuscule, international, A commercial, proton, proton.me. Oui, le mot de la fin pour toi. Attends.
Je vais juste enlever ça de là. Le mot de la fin pour toi, Virginie. Après ça, je vais entendre Ariane. Oui, je voulais juste ajouter une chose en tant qu'avocat. C'est que j'ai des confrères qui aujourd'hui se lèvent pour alerter également. Parce que le glissement vers la pédophilie, il est aussi dans l'absence d'exemplarité des peines. Le docteur Heisman, professeur de droit qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain, avait dit déjà, j'ai pu consulter ses travaux, disait déjà que les peines étaient amoindries au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ces rapports Kinsey avaient été infiltrés les facs de psychologie et les facs de droit. Aujourd'hui, on voit des cas d'inceste. Alors, au sein des familles, les mamans souvent sont des mamans souvent qui alertent. Et en fait, on rend l'enfant à son agresseur. Mes confrères alertent. Les textes ne sont pas appliqués, les peines sont ridicules et en plus, au lieu de faire en sorte que l'enfant soit sorti d'affaire, on attaque le parent qui est à l'origine de l'alerte et qui essaye de faire en sorte de sortir son enfant de ces cas d'agression et de viol. Donc, il y a aussi une problématique du côté de la justice parce que ce glissement, en fait, dans les faits, eh bien, c'est aussi dans les décisions de justice. S'il n'y a pas d'exemplarité des peines, bien, les gens vont récidiver, puis les gens vont continuer. Donc, on voit que tout va dans ce sens. Ariane Belléran, merci Virginie. Ariane Belléran, un mot de la fin parce que vous n'avez pas une disponibilité infinie. Un mot de la fin pour les parents qui nous écoutent. On a lancé hier une pétition pour tous les pays francophones, d'accord? Belgique, France, Suisse, Canada, Québec, voilà. Venez la signer. Nous devons montrer, il y a 4 auteurs et 20 premiers signataires qui sont tous extrêmement diplômés en santé mentale et en droit. Le contenu de cette pétition, je vais sur quel simplement site je l'écris? Alors, voilà. Mesopinions.com. Mesopinions.com. Les revendications sont abolition de toute référence à une sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas encore de sexualité. Point 2, dénonciation de la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et de ses conséquences vis-à-vis du bien-être psychologique, somatique, biologique et émotionnel des enfants. Point 3, abolition des textes de l'OMS et de tous leurs dérivés s'y référant quant au contenu concernant les droits sexuels de l'enfant, l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité. Point 4, application du corpus juridique international existant en matière de protection des mineurs pour une protection de l'enfance digne de ce nom. Point 5, soutien intangible à une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines. Prévention des risques, écran, accidents domestiques, accidents de la route, drogue, violences, dont les violences sexuelles sur mineurs, etc. Consolidation du bien-être psychique et physique des enfants, instruction et apprentissage solide, lecture, écriture, logique, etc. Épanouissement psychique et physique, sport, musique, préservation des conditions pour nourrir la joie, la créativité, l'imagination, les espoirs et les rêves, etc. Et le dernier point, respect intangible de la Convention internationale des droits de l'enfant qui affirme le droit et le devoir primordiaux des parents dans l'éducation des enfants. Venez signer parce que nous avons besoin de démontrer que non, ce ne sont pas que quelques huluberlus qui auraient des lubies dans leur coin et que nous sommes extrêmement nombreux parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que ces lobbies minoritaires et il est important maintenant de le démontrer pour en appeler à une suspension de ces 10 programmes et un principe de précaution qui écoute les experts de la psychologie de l'enfant et du développement psychique de l'enfant. Donc, l'adresse, c'est www.mesopinions.com. /pétition, /enfant pluriel. Il faudra mettre vraiment le mail parce que le lien alerte-protégeons-enfant au pluriel-respect-intégrité-psychique /217-299. Bon, il faudra mettre le lien. Voilà, je suis vraiment désolée, je suis obligée de vous quitter, mais je vous remercie vraiment de nous avoir invités. On concluait de toute façon
Merci, Sylvain. Ben oui. Peut-être un petit mot vite fait pour saluer Ben, Mylène? moi, la seule chose, je pense que la solution, l'État nous a prouvé qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là en ce moment. Le système de justice, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Le système d'éducation, il n'y en a pas non plus. Donc, pour moi, la solution, c'est la sensibilisation des parents et l'union des parents pour que cesse ce cirque. Et dans ce sens-là, je pense que le transgenrisme et la théorie des genres, on leur doit une fière chandelle parce qu'elle est en train d'unir les parents contre ce que l'État est en train de faire aux enfants. Ariane Béléran, Virginie Di Araujo Recchia, vous êtes des femmes exceptionnelles. Si le ciel existe, vous avez une place aux premières loges. Merci infiniment pour votre participation et au plaisir de récidiver. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais merci pour ce que vous faites aussi. Likez-moi ça et partagez en grand nombre pour que tous les médias On peut peut-être indiquer aux gens mon livre L'imposture des droits sexuels pour qu'ils se rendent bien compte de ce que contiennent ces textes parce que j'ai passé plusieurs mois à les étudier. Et le livre de Maître Di Araujo Recchia, Protéger les mineurs. Protéger les mineurs face à l'idéologie totalitaire. C'est très important de soutenir ce travail où elle va donner effectivement tout le corpus juridique. Et donc, il n'y a pas que la France et pour le Québec, vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir se défendre. C'est exceptionnel ce que vous faites. Mes sincères salutations et remerciements. Sylvain Laforêt également. Merci. Au revoir. Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir. Au revoir.